Plus de 200 prisonniers vont être libérés par grâce présidentielle. 600 autres vont bénéficier d'une réduction des peines. Tout cela à partir du 1er janvier 2019. C'est l'une des informations essentielles du Conseil des ministres de ce 26 décembre. Vous entendrez tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou, à ce sujet. Et puis, troisième round de concertation entre l'État et les organisations de la société civile. Ce matin, le sujet sécuritaire est au centre des discussions. L'apport des OSC dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme est notamment évoqué tout à l'heure dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Siaka Koulibaly, notre analyste politique et en même temps juridique. Il viendra nous parler de la liberté d'aller et de venir pour les inculpés en liberté provisoire. Vous savez que depuis hier, il y a une polémique qui fait rage sur les réseaux sociaux parce que l'ancien bâtonnier, Maître Traoré Mamadou, a été empêché de voyager. Pourquoi? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, les organisations de la société civile et le gouvernement sont en concertation depuis ce matin. Il faut dire que c'est la troisième du genre et elle porte sur la sécurité avec notamment cette question: quelles peuvent être les contributions des organisations de la société civile contre dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme? Madina Sinou. Pour la troisième fois consécutive, État et organisations de la société civile se rencontrent pour discuter. Les discussions ne portent pas cette fois-ci sur l'augmentation du prix du carburant, mais plutôt sur un sujet d'intérêt général, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Pendant longtemps, les organisations de la société civile ont investi très peu ce secteur, estimant qu'il est exclusivement réservé à l'État. Et aujourd'hui, les organisations de la société civile se ravisent. Ce cadre de concertation État-OSC permettra aux deux parties d'échanger autour du thème « Partenariat État-OSC, quel défi pour une lutte efficace contre l'insécurité et le terrorisme ?» C'est un thème qui nous interpelle tous. Il y a à peine quelques jours, on s'en souvient, il y a une semaine encore, on se souvient de l'attentat qui a eu lieu sur l'axe Fada-Pama, là où encore nos jeunes soldats ont payé de leur vie le sacrifice pour la nation. C'est pour dire que la guerre, la lutte contre le terrorisme est une affaire qui engage tout le peuple burkinabé, l'État, les OSC, tout le peuple burkinabé doit se mobiliser comme un seul homme pour faire face à cette menace. À l'issue de cette rencontre de 48 heures, le rôle de la société civile dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Burkina Faso sera clairement défini en vue d'une synergie d'action avec l'État pour relever les défis sécuritaires du moment. Et les deux parties pourront compter sur le soutien réaffirmé des partenaires comme le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Voilà, après cette rencontre, le Premier ministre Paul Kabatiba, que vous venez de voir, s'est rendu au palais de Kosiam où il a pris part à l'hebdomadaire Conseil des ministres ce 26 décembre. Et l'information principale à retenir, c'est que plus de 200 prisonniers seront graciés par le chef de l'État. Mais il a été aussi question du financement de la politique nationale de planification familiale. On écoute le porte-parole du gouvernement à ce sujet. Au titre du ministère de la Santé, nous avons adopté un décret portant gratuité de la planification familiale. La planification familiale doit être considérée comme élément, une stratégie majeure pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations, à travers donc la réduction des décès infantiles et maternels, à travers l'amélioration des conditions économiques de la famille. C'est donc un pilier important pour harmoniser donc le rythme de la croissance démographique et les besoins de base de la population, à savoir la santé, l'éducation et l'emploi. Je tiens à préciser que par planification sociale, nous entendons donc la gratuité des actes pour l'offre de planification de longue durée, la gratuité des produits contraceptifs, l'accès gratuit aux consultations et le counseling qui est offert. Nullement nous n'entendons donc par avortement dans la planification familiale. Il faut que ça soit bien clair. L'avortement est puni par la législation burkinabé et ça n'a pas changé d'un iota. Donc le montant total pour l'année 2019 du coût de cette gratuité
d'accès à la planification familiale est de 6 271 328 038 francs CFA. Elle sera effective à partir donc, du 1er juin 2019. Donc les différents acteurs ont 6 mois pour se préparer à cette gratuité-là. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, nous avons adopté un décret portant remise de peine des détenus condamnés à l'occasion donc du 1er janvier 2019. La Constitution, en son article 54, accorde donc au chef de l'État le droit de gracier chaque année. Les graciés donc sont choisis parmi ceux ayant purgé déjà la moitié de leur peine, en fonction de critères comme la précarité de leur santé, les mineurs pénals, l'âge avancé, l'intérêt porté aux travaux dans les unités de production. Et pour cette année, 219 détenus pour une remise du reliquat de leur peine, c'est-à-dire que à la fin donc, de cette année, normalement, si tout se passe bien, le 1er janvier 2019, ils pourront, dans les conditions prévues par la loi, recouvrer leur liberté. 683 pour une remise partielle de peine allant de 3 à 8 mois. Voilà, nous restons dans la sphère judiciaire pour parler cette fois-ci de la liberté d'aller et de venir pour les inculpés en liberté provisoire. Comme annoncé en début de journal, nous recevons sur ce plateau Siaka Coulibaly, notre analyste politique, mais qui est aussi juriste. Voilà, Siaka Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. On va d'abord établir les faits. Hier, l'ancien bâtonnier maître Traoré Mamadou, qui est inculpé dans le dossier du putsch manqué de septembre 2015, a été empêché de prendre un vol par les policiers de l'aéroport. Est-ce que vous avez d'autres détails sur l'affaire? Non, il s'agit de cela. Il profitait de la suspension provisoire des travaux du tribunal militaire pour se rendre en Tunisie. Et à l'aéroport, donc, il s'est vu opposer une fin de non-accès à l'aéronef, à l'avion, par les policiers de l'immigration qui lui ont signifié qu'il était en situation de ne pas pouvoir quitter le territoire burkinabé. Comme vous le savez, on parle ici de l'ancien bâtonnier, donc avocat de profession, qui s'y connaît aussi dans les textes et les procédures, qui s'est étonné qu'une telle mesure soit édictée contre lui sans qu'il n'en soit informé. Donc il a pris des informations à certains niveaux, notamment au niveau où on peut avoir émis cet avis de ne pas quitter le territoire. Le premier niveau, c'est celui du procureur militaire, qui est en quelque sorte le poursuivant dans l'affaire du putsch. Apparemment, à ce niveau, il n'y avait pas d'ordre qui aurait été remis. Mais le bâtonnier n'a pas pu avoir plus d'informations avant de quitter l'aéroport, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas pu voyager. Voilà, pardonnez-moi d'insister, est-ce qu'il est le premier accusé dans le procès de putsch manqué septembre 2015 à être empêché de voyager? Est-ce que c'était la première personne? Non, ce n'est pas la première personne. On a déjà assisté aux échanges par médias interposés entre Ouedraogo Adama Damis, qui est aussi un des accusés dans le procès. Il y a aussi le cas Léonce Koné. Léonce Koné également. Donc Damis notamment avait permis de faire savoir la situation réelle de ce qui devrait être leur sort lorsqu'ils veulent voyager. Donc en échangeant avec le procureur par médias interposés, Damis avait réussi à faire dire au procureur qu'il n'était pas responsable donc, de cela et que c'est le juge qui devait en décider. Et à la reprise du procès, des auditions, le président du tribunal avait annoncé que la loi était muette sur le sort des accusés lorsqu'ils sont en liberté provisoire, mais même en général. Donc lui, il n'a pas compétence pour délivrer une autorisation de quitter le territoire. Du coup, ça avait permis par exemple à Adama Ouedraogo Damis de voyager pour les soins dont il avait parlé, et de revenir et prendre donc le procès tout à fait normalement. Alors, donc, quand on vous entend, Damis, Léonce Koné, oui, Mamadou Traoré, la situation est donc récurrente. Il ne s'agit pas d'un acharnement contre une personne bien précise. Non, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une affaire ciblée contre Maître Traoré. À ce stade, pour la simple raison que lui-même ne sait pas exactement pour quelles raisons. Mais il ne s'agit pas
des interdictions liées à sa qualité d'accusé, parce qu'à ce niveau, le président du tribunal a déjà exprimé qu'il n'avait pas de texte là-dessus, ce qui veut dire qu'ils sont capables donc de se déplacer. S'il n'y a pas de texte, et c'est là que la question se pose, on suppose que les policiers qui sont à l'aéroport de Ouagadougou n'ont pas décidé de leur propre volonté d'empêcher l'ancien bâtonnier de voyager. Ils ont certainement reçu des instructions. De qui les ont-ils reçues alors? C'est là où vient donc le dommage dans cette affaire. C'est que la plupart du temps, depuis un certain temps, on a constaté que les responsables judiciaires agissent en dehors donc de ce qui est connu, des actes qu'ils devraient poser. Logiquement, dans un tel cas de figure, les policiers auraient dû présenter à Maître Mamadou Traoré un acte judiciaire qui parle donc de cette interdiction de quitter. En ce moment, on aurait su d'où vient l'interdiction. Parce qu'on sait que l'interdiction ne peut pas venir du tribunal militaire, parce qu'à ce niveau, le président du tribunal dit qu'il n'y a pas de texte là-dessus. Donc lui, il ne délivre pas d'autorisation de sortie, ni d'interdiction de sortie. Ça veut dire que l'interdiction peut venir pour un autre motif. Par exemple, si les autorités policières ou la gendarmerie ou le procureur pensent que Maître Traoré a une autre affaire pour laquelle on ne voulait pas le laisser sortir du territoire, en ce moment, on peut effectivement lui signifier cette interdiction de sortie, mais à travers un acte légal. C'est là où il y a un certain dommage. La question qu'on pose, est-ce que les autres fois où Maître Traoré Mamadou a pu voyager, oui, est-ce qu'il a été obligé de présenter une autorisation de sortie avant de partir? Non. Il a pu voyager Il a pu voyager déjà, même étant accusé dans le procès du Push, sans avoir à présenter une autorisation de sortie. C'est sûr et certain. Oui, c'est certain. La question qu'on se pose alors, c'est pourquoi cette fois-ci on lui a demandé une autorisation de sortie? Non, on ne lui a pas demandé une autorisation de sortie. On lui a signifié une interdiction de sortie. C'est comme je l'ai dit. Une autorisation avant de sortir. Oui, non. Voilà. C'est pour dire qu'il y a une procédure dans laquelle les responsables judiciaires estiment qu'il ne faut pas que Maître Traoré quitte le territoire parce qu'on peut craindre qu'il ne revienne pas ou que la question des subordinations des témoins, par exemple, ou autre motif. Je le dis, tout ça c'est légal. Sauf qu'il faut présenter l'acte à l'intéressé. En ce moment, l'intéressé sait quelle procédure il faut également engager afin de se sortir de cette contrainte-là. Parce que la liberté provisoire peut être accordée à un individu assortie d'interdiction de sortie ou même de quitter sa maison. C'est une possibilité qui existe, mais ce n'est pas le cas pour Maître Traoré Mamadou. Et est-ce que les policiers ont signifié à Maître Traoré Mamadou la raison pour laquelle ils refusent de le laisser prendre le vol ou de qui est-ce qu'ils ont reçu les instructions? Non. Cela ne lui a pas été signifié. Il n'a pas cherché à savoir non plus? Mais bien sûr, il a posé la question, il a même téléphoné à certains niveaux pour essayer de s'enquérir sans trouver de raison satisfaisante. Alors pour terminer, que dit la loi concrètement sur la situation de liberté d'aller et de venir pour les personnes inculpées en liberté provisoire, ici, au Burkina Faso? Que dit la loi? La loi dit que lorsque vous avez la liberté provisoire, vous êtes en liberté, comme toute personne, sauf si la décision de liberté provisoire est assortie d'une interdiction de quitter le territoire. Vous vous rappelez que le cas François Compaoré, on lui avait assigné à ne pas quitter le territoire français en attendant que le verdict soit donné sur la question de l'extradition. Lorsque la décision du juge est tombée, vous avez vu que ça a levé en même temps l'interdiction de quitter le territoire français. Donc, tant qu'on n'a pas assorti la liberté provisoire d'une interdiction de circuler ou une interdiction de quitter le territoire, la personne reste libre de ses mouvements, exactement comme si elle était en liberté totale. Dans le cas du bâtonnier Maître Mamadou Traoré, quelle était la situation? Sa situation est qu'il a une liberté provisoire, puisqu'il était incarcéré à la Maka. Est-ce que cette liberté provisoire était assortie d'interdiction de sortie? Non, elle n'était pas assortie d'interdiction de quitter le territoire. Ça veut dire qu'il pouvait voyager tranquillement? Il aurait dû pouvoir quitter le territoire. Sauf s'il y avait d'autres... Sauf s'il y a une nouvelle procédure. Oui. Comme je le dis, on peut être impliqué dans plusieurs affaires qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais on vous signifie que, bon, pour cette affaire-ci impliquant un tel, vous êtes astreint à ne pas quitter le territoire national. À ce moment, on le signifie par un acte légal. Ce qu'on n'a pas encore signifié. Ce qui n'est pas le cas.
Merci, Siaka Coulibaly, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Essayer de donner des explications plus complètes sur cette affaire. Nous espérons que dans les jours à venir, on aura de plus amples informations. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Voilà, et nous poursuivons ce journal. Nous parlons à présent du bilan annuel du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques. Il donne les résultats suivants. 62% du taux d'exécution physique et 35% pour ce qui est du taux financier, de quoi satisfaire les acteurs qui pilotent ce programme. Sandrine Zougouri. Consacré à l'amélioration et à l'efficacité des politiques et la gestion des moyens de l'État, les résultats du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques sont portés à la connaissance des différents acteurs, avec un taux d'exécution physique de 62,29% et un taux d'exécution financier de 35,42%. Le comité de revue du programme apprécie les efforts de l'équipe technique. Après une année de mise en œuvre, le programme a déjà enregistré des résultats importants, parmi lesquels on peut citer l'acquisition d'équipements informatiques au profit des structures de production statistique et également au profit des utilisateurs de statistiques, l'acquisition de licences pour l'utilisation des logiciels statistiques, la réalisation d'activités de renforcement des capacités, donc des formations sur l'utilisation des outils statistiques, sur des méthodes statistiques, également l'appui à la mise en place d'un logiciel de gestion de la comptabilité matière, l'élaboration de plusieurs guides. Les résultats sont appréciables, certes, mais sa mise en œuvre a connu de nombreuses difficultés. Les difficultés portent donc sur le recrutement du personnel qui a connu quand même un léger retard, ce qui a joué donc sur le taux d'exécution financière du projet. Il y a également l'insuffisance de personnel qualifié, personnel statisticien qualifié au niveau des structures de production statistique. Cette session bilan de la mise en œuvre du plan de travail et budget annuel 2018 du programme d'appui à la gestion et aux statistiques vise à procéder à son examen et à l'adoption du plan de travail et budget annuel 2019. Nous sommes là aujourd'hui pour examiner l'état de mise en œuvre du programme de travail 2018 et adopter le programme de travail 2020. Financé par l'Union européenne pour la période de 2017 à 2021, le programme d'appui à la gestion et aux statistiques constitue le seul élément du portefeuille du programme budgétaire pilotage et soutien des services du ministère de l'Économie et des Finances. Ce programme devrait apporter un plus aux structures bénéficiaires impliquées du ministère en charge de l'économie. Voilà, le monde agricole burkinabé gagné par la e-distribution. Désormais, les producteurs agricoles pourront acheter leurs intrants par voie électronique. Le mécanisme a été lancé par le ministre de l'Agriculture lui-même, Sandrine Zougouri. Longtemps attendu par les acteurs du monde agro-silvo-pastoral, il est désormais officiel. Le mécanisme de distribution électronique des intrants agricoles vient d'être lancé par le ministre en charge de l'Agriculture. Un outil électronique dont le fonctionnement nécessite un certain nombre de procédures. Le mécanisme, en fait, fonctionne sur deux dispositifs. Le premier dispositif, c'est celui informationnel. Parce que dans un premier temps, il y a la collecte des informations des bénéficiaires pour pouvoir leur faire une allocation correspondant exactement à leurs besoins et à la superficie de leur champ. Une fois que cette allocation est faite, l'information doit être maintenant envoyée à chaque bénéficiaire directement. Donc, il y a un dispositif qu'on appelle le dispositif informationnel derrière, donc une chaîne d'information qui permet d'envoyer à chacun son allocation avec un mot de passe unique, son numéro de CNIB, voilà, et son numéro de téléphone. Avec ce projet, les agriculteurs pourront faire leurs achats à travers le téléphone mobile. Pour une maîtrise du système, quelques séances d'entraînement sont nécessaires. Isiaka Wale, producteur, vient ainsi de remplir les formalités. Après cet aspect, il rentre en possession de son produit. Nous produisons de la tomate, de l'oignon et plein d'autres produits maraîchers. Cet outil qu'on vient de lancer dans notre commune nous va droit au cœur, car il permettra d'éviter les vols des intrants agricoles. Mais nous profitons également de l'occasion pour solliciter des motopompes, car nous souffrons beaucoup.
Rapide et fiable, cette politique est simplement impressionnante pour les agriculteurs de Dourou, une commune du Passori. Encore appelé Ivouché, ce système d'approvisionnement et de distribution des intrants va améliorer non seulement la gestion des ressources affectées aux producteurs agricoles de façon transparente, mais aussi d'assurer un meilleur suivi des produits. Nous pensons que ça pourra résoudre un tant soit peu tous les problèmes que nous avons autour de ces distributions. Tantôt on se plaint que les produits se retrouvent sur les marchés des villages, que ceux qui sont bénéficiaires n'en ont pas reçu, et que c'est insuffisant. Tout ça, on pense que nous pourrons trouver une solution à travers ce nouveau mécanisme de distribution. Subventionnée au profit des couches vulnérables, sa mise en œuvre couvre la période sèche de 2018 à 2019. Cette phase pilote concerne 2 communes de Burkina Faso. Il s'agit de la commune de Dourou, dans la région du Nord, et Didi, dans le Sangui. Le programme bénéficie du soutien de la Banque mondiale à hauteur de 70 milliards de francs CFA. Un programme piloté par le PAPSA. Après 15 ans d'existence, Afimed fait le bilan de ses activités. Et que de chemin parcouru dans l'importation et la distribution des produits et médicaments vétérinaires, ont conclu les responsables de la société. John William Somda. En 2003, naissait une jeune entreprise dont la mission essentielle était l'importation et la distribution des médicaments vétérinaires. Dans la bourrasque des difficultés liées à tout début, cette entreprise parviendra à se faire un chemin et une réputation. De 2003 à 2015, cela fait maintenant 15 ans que cette entreprise devenue majeure s'est installée progressivement dans le landerneau du secteur de la santé animale. Afimed, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, célèbre cette année ses 15 ans d'existence. Le samedi 22 décembre dernier, la direction d'Afimed convient le personnel et les partenaires à une conférence dite d'échange sur l'expérience de la société depuis sa création. Avec pour thème 15 ans d'action, de savoir-faire et d'expertise pour booster le secteur de l'élevage au Burkina Faso, la célébration de ce 15e anniversaire est l'occasion pour le directeur général de faire le bilan de son action. Globalement satisfaisant, je pense que le bilan est satisfaisant parce que nous savons que le secteur privé, ce n'est pas facile. Et si nous avons pu résister pendant 15 ans, et durant ces 15 ans, nous n'avons cessé de croître, nous n'avons cessé d'augmenter notre volume d'importation. Donc nous pouvons dire grosso modo que les 15 ans, on peut tirer un bilan assez positif. Il faut dire que le bilan est très positif. Officiant dans un milieu en pleine expansion du fait du potentiel existant au Burkina Faso, Afimed s'est fait une identité et une renommée. Au départ, elle n'avait qu'un seul partenaire européen. Aujourd'hui, elle en compte plusieurs et est parvenue à trouver des solutions plus efficientes aux difficultés liées à l'importation et à la distribution des produits vétérinaires dans notre pays. Une action palpable et visible qui fait logiquement la fierté des responsables au niveau des ressources animales. Alors, pour ce qui concerne la part de contribution de cette société, vous savez qu'au niveau de la santé animale, au niveau de l'élevage, un maillon essentiel, c'est justement le domaine de la santé animale qui permet, bien sûr, de préserver la santé des animaux pour augmenter la productivité et la production animale. Et à ce niveau, nous sommes confrontés à cet élevage est confronté à des maladies, d'où la nécessité alors de disponibiliser, de rendre accessibles les médicaments vétérinaires de bonne qualité. Et c'est un apport déjà inestimable à la productivité et donc au développement de l'élevage. Présente dans tous les 4 coins du territoire national, Afimed a su tisser des relations privilégiées avec les cliniciens, les cabinets de soins, les vétérinaires et les éleveurs. De plus, avec au départ une seule agence, l'entreprise en compte 3 de plus et emploie à plein temps plus d'une 40aine de personnes. Et pour terminer, retour dans la ferveur de Noël, c'est à Bobo du Lasso où il faut peut-être parler de tiédeur, tant la morosité était visible autant chez les habitants de la ville que chez les commerçants. Le constat d'Arsène Konditamde. Ce 25 décembre, jour de la Noël, fête de la naissance de Jésus-Christ, les rues de Bobo du Lasso sont quelque peu désertes. Les habitants de Sia ne semblent pas avoir la tête à la fête. 2018 a été pour tous une année difficile et cela se ressent sur les fêtes de fin d'année. Dans cette cour au quartier Wezenville, la situation sécuritaire et la morosité économique obligent à un changement des habitudes. Tout va mal. Si je dis tout va mal, le coût de carburant, les activités, économiquement, ça ne va pas.
Voilà, surtout à l'insécurité de l'Est et du Nord qui est là actuellement. En tout cas, s'ils peuvent revoir, redresser l'économie du pays, je pense que ce serait mieux. Avec les dégâts qui se passent au niveau de l'Est, les pertes en vie humaine qui se passent, voilà, l'insécurité qui est là, et bien sûr aussi, et l'autre côté aussi, comme disons, le côté vie sociale, économique. On sait qu'actuellement c'est difficile aussi, tout est un peu au ralenti. Bon, les gens se débrouillent, mais bon, comme je pense que bon, si celui qui a la chance d'être en vie, d'être en bonne santé, bon, fait que remercier Dieu. Soit qu'actuellement c'est un peu difficile. Certains Boboulais sont plus optimistes. La morosité de la fête n'a rien à voir avec la situation sécuritaire ou les récentes augmentations du prix du carburant à la pompe. Déjà, on voit que par rapport à l'animation même de la ville, ce n'est pas trop ça par rapport aux années antérieures. On voit que cette année, bon, la ville est beaucoup plus calme, elle est moins animée. Bon, moi, je me dis que c'est parce que les gens n'ont pas les moyens. Donc, bon, c'est vrai que le coût du carburant peut être, bon, vient s'ajouter. Parce que, bon, quand les périodes de fête, les gens ne calculent pas. Voilà, si nous sommes en bonne santé, bon, on peut se réjouir avec ce que nous avons. Si vous voyez que les gens ne fêtent pas, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas les moyens. Dans les concessions familiales, dans les rues, partout, la fête de Noël affiche un bien timide visage. Et ce ne sont pas les commerçants qui en diront le contraire, eux qui le ressentent directement dans leur caisse. Dans cette boutique de vêtements pour hommes, les comptes seront faciles à faire tant la clientèle ne se bouscule pas. Dans les années passées, en tout cas, à l'approche de la fête comme ça, on sentait ça réellement, mais actuellement, c'est comme si rien ne se passe, quoi. C'est comme s'il n'y avait même pas la fête. Ouais, bon, c'est quelques clients qui rentrent, ils sortent, bon, c'est les demandes, ça ne paye pas, bon. On peut dire que c'est le pays qui va mal passer avec les choses qui sont passées, c'est pas de notre faute, bon, c'est comme ça. Augmentation du prix du carburant par-ci, insécurité et fraude sociale par-là, les Burkinabés ont connu une année 2018 peu reluisante. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes, un peu plus tôt dans la matinée, on a prié pour que 2018 s'en aille sans coup féri avec ses vieux démons, en attendant que 2019 vienne avec plus de grâce. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour notre session d'actualité.